Comment prédire le prix du Bitcoin en utilisant un modèle mathématique? Comment réussir à battre la stratégie de trading consistant à acheter et à garder la crypto avec ce même modèle en question? Ce même modèle qui explique comment tu réussis à prédire le prochain mot dans une phrase sur Google ou savoir quelle page tu cherches. Restez jusqu'à la fin car je vous dirai comment faire pour l'avoir. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de connaître l'informatique pour réussir à le comprendre. En 1720, Newton avait 77 ans et il était riche. Il avait gagné beaucoup d'argent en travaillant pendant des décennies comme professeur à Cambridge University. Et il avait un travail annexe en tant que maître de la monnaie royale. Sa fortune personnelle s'élevait à 30 000 livres sterling, l'équivalent de 6 millions de dollars aujourd'hui. Pour faire fructifier sa fortune, Newton investit en bourse. L'un de ses paris fut la South Sea Company. Leur activité consistait à transporter des Africains réduits en esclavage à travers l'Atlantique. Les affaires étaient florissantes et le cours de l'action montait rapidement. En avril 1720, la valeur des actions de Newton avait doublé. Alors il vendit ses actions, mais le cours continua à monter et en juin, Newton racheta des actions. Il continua d'en acheter même lorsque le prix atteignit son sommet. Quand le prix commença à chuter, Newton ne vendit rien. Il acheta encore plus d'actions pensant qu'il achetait au creux du marché. Mais il n'eut pas de rebond et il finit par perdre environ un tiers de sa fortune. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas vu venir le crash, Newton répondit « Je peux calculer les mouvements des corps célestes, mais pas la folie des hommes. » Cette histoire nous montre que les marchés financiers sont compliqués à prédire. Toutefois, la prédiction des marchés financiers n'est pas une mission impossible. En effet, au fil des années, d'autres brillants mathématiciens se sont intéressés à la question. What do you think of quants? Jim Simon's Medallion Fund has done 39% net of fees for 3 decades, which proves that it works. They were very, very smart. Yes, they got very rich. Very, very smart. And, Very smart and very rich, yeah. And very high grade, by the way. Yeah. Jim Simon. Le fameux James Simon, qui est d'ailleurs considéré comme le mathématicien le plus riche de tous les temps. En 1988, ce mathématicien a créé le Medallion Investment Fund. Et chaque année, pendant les 30 années suivantes, le fonds Medallion a généré des rendements supérieurs à la moyenne du marché. À ce rythme de croissance, un investissement de 100 dollars en 1988 vaudrait aujourd'hui 8,4 milliards de dollars. Ce que James Simon fait dans son fonds d'investissement est bien évidemment privé. Toutefois, James Simon parle d'un certain modèle mathématique dans son livre The Man Who Solved the Market. Comme vous pouvez le voir sur cette page, il parle d'un modèle spécifique qui s'avère être utile pour la prédiction. Ce modèle mathématique est nommé chaîne de Markov. Mais c'est quoi ces chaînes de Markov? Au début du XXe siècle, un mathématicien russe du nom d'Andrew Andreevitch Markov s'est intéressé à une question fondamentale. Peut-on modéliser des suites d'événements aléatoires où l'avenir dépend uniquement de l'état présent et non du chemin parcouru pour y arriver? Pour ça, il s'est basé sur l'analyse de Eugène Onegin, un célèbre poème russe de Poukhine. Plutôt que de se concentrer sur le sens littéraire, il s'intéresse aux lettres elles-mêmes. Il prend les 20 000 premières lettres du poème, enlève les espaces et les ponctuations, puis les classe en 2 catégories, voyelles et consonnes. Il découvre que 43% des lettres sont des voyelles et 57% des consonnes. À première vue, ça peut paraître normal. Markov pousse l'analyse plus loin. Il observe les paires de lettres successives. Combien de fois une voyelle est suivie d'une voyelle et combien de fois une consonne est suivie d'une consonne. Et un mixte, voyelle-consonne également. Si les lettres étaient choisies au hasard de façon totalement indépendante, alors la probabilité d'avoir 2 voyelles de suite devrait être 43% multiplié par 43%, soit environ 18% à cause de l'indépendance. Mais dans le texte de Poukhine, cette combinaison apparaît beaucoup moins souvent, seulement 6% du temps. Cela montre que la lettre suivante dépend de la précédente. Et là, Markov a une idée de génie, modéliser cette dépendance. Imagine 2 cercles, un pour voyelle et un pour consonne. Chaque fois qu'on lit une lettre, on passe
d'un cercle à un autre selon des probabilités de transition. Par exemple, si on est dans le cercle voyelle, il y a 13% de chances qu'on reste sur une voyelle et 87% de chances de passer à une consonne. Ces valeurs sont arbitraires. Et si on est sur une consonne, alors il y a un certain pourcentage pour rester sur une consonne ou passer à une voyelle. C'est ça une chaîne de Markov. Un système où l'état suivant dépend uniquement de l'état actuel et non de tout ce qui s'est passé avant. Markov applique ce modèle à son poème. Il utilise les vraies fréquences observées pour générer artificiellement une nouvelle suite de lettres. Voyelle, consonne, etc. selon les probabilités qu'il a calculées. Et quand il observe cette séquence générée, il constate qu'au fil du temps, la proportion de voyelles et de consonnes dans ce texte converge exactement vers les mêmes 43 et 57% qu'au départ. Même si chaque lettre dépend de la précédente, la moyenne se stabilise. Ce résultat est fondamental. Cela signifie qu'avec des événements dépendants, on peut observer une régularité statistique à long terme. Ce modèle est extraordinairement utile. Prenons l'exemple de la météo. S'il pleut aujourd'hui, il y a plus de chances qu'il pleuve demain que s'il faisait beau hier. Le temps de demain dépend donc du temps d'aujourd'hui, mais pas forcément de celui d'avant-hier. De la même manière, dans un ascenseur, si tu es au 5e étage, il est plus probable que tu ailles au 4e ou au 6e et pas directement au 20e. Ou encore, dans Google, le fameux algorithme PageRank que vous connaissez déjà est basé sur une chaîne de Markov. Chaque page est un état et les liens entre pages sont des transitions. En cliquant de page en page, on simule un utilisateur qui navigue et la probabilité de finir sur une page donne une idée de sa popularité. Pour creuser sur ce modèle, pour le développement d'une stratégie de trading Bitcoin, j'ai commencé à me documenter. Je suis tombé sur ce livre intitulé Detecting Regime Change for Trading. L'auteur y présente un algorithme développé avec un doctorant testé sur le marché des devises. Leur objectif était simple, détecter automatiquement les moments où le comportement du marché change, sans avoir à fixer arbitrairement une date ou un seuil. J'ai donc contacté l'auteur pour en découdre davantage. Nous avons échangé sur le sujet et cette discussion m'a poussé à encore aller plus loin. J'ai ensuite étudié plusieurs articles de recherche sur ce qu'on appelle les modèles à changement d'état, formellement appelés régimes, régime pour état. La détection de ces régimes par le modèle caché de Markov peut s'expliquer simplement comme une histoire d'humeur de marché. Le marché ne se comporte pas toujours de la même manière. Parfois, il est optimiste et les prix montent vite. On appelle ça régime haussier. Des fois, il est calme et les variations sont faibles. On caractérise ça de régime calme. Et parfois, il devient pessimiste et les prix baissent. On qualifie ça de régime baissier. Et de temps en temps, il panique avec de fortes chutes et beaucoup de volatilité. On appelle ça régime volatile. Ces différentes humeurs sont appelées états cachés car on ne peut pas les voir directement. En réalité, ce que l'on observe sur le marché, ce sont les prix et les rendements. L'idée du modèle est de relier les rendements observés à ces états ou régimes cachés. Par exemple, si les rendements sont positifs avec peu de variations, le modèle devine que le marché est dans un état haussier. Et si les rendements sont négatifs, le modèle de Markov déduit un état baissier. Et à chaque instant, il va donc exister une probabilité de rester dans le même état ou de passer à un autre. Ainsi, si aujourd'hui le marché est haussier, il y a une forte probabilité que demain il le reste, mais il y a aussi une certaine probabilité qu'il devienne neutre ou même qu'il passe en baisse ou en volatile. Voyons ensemble les différentes étapes du modèle. L'étape 1. Durant cette étape, le modèle caché de Markov commence d'abord à identifier le nombre de régimes possibles. Dans notre exemple, on a identifié 4 régimes: calme, haussier, baissier et volatile. L'étape 2. Durant cette étape, l'état actuel du prix du Bitcoin est modélisé en supposant qu'il suit une distribution gaussienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on observe chaque jour le rendement du Bitcoin, c'est-à-dire le pourcentage de variation de son prix
entre aujourd'hui et hier et qu'on note ces valeurs sur un histogramme, alors au bout d'un long horizon, par exemple plusieurs mois, voire années, la forme de cet histogramme commencera à ressembler à une courbe en cloche qu'on appelle une distribution gaussienne. Cela veut dire que la plupart du temps, les rendements quotidiens du Bitcoin se concentrent autour d'une valeur centrale, souvent proche des euros, car le marché a autant de jours avec des petites hausses qu'avec des petites baisses. En revanche, les jours de forte hausse ou de forte baisse existent, mais ils sont plus rares. Graphiquement, on voit donc un gros ventre au milieu de l'histogramme. Les rendements sont proches des euros là-bas et les queues plus fines sur les côtés, qui représentent les grands mouvements positifs ou négatifs. Le modèle caché de Markov part de cette idée. Il suppose que dans chaque régime du marché, haussier, baissier ou calme ou volatile, les rendements suivent chacun une cloche gaussienne différente. Par exemple, dans un régime haussier, la cloche pourrait être centrée sur une valeur positive, alors que dans un régime baissier, elle pourrait être centrée sur une valeur négative. Et dans un régime calme, elle peut avoir une autre forme de distribution, comme ça peut aussi l'être dans un régime volatile. Passons maintenant à l'étape 3. Durant cette étape, le modèle de Markov apprend des données d'entraînement, la probabilité de passer d'un état ou régime à un autre. Imaginons que le marché du Bitcoin peut être dans 4 états: haussier, baissier, calme, volatile. Chaque jour, il peut rester dans le même état ou changer d'état le lendemain. Par exemple, si le marché est haussier aujourd'hui, on peut dire qu'il aura 75% de chances de rester haussier demain, 10% de chances qu'il devienne calme et 5% de basculer en baissier et le reste en volatile. La somme des probabilités devrait toujours être égale à 1. De la même façon, si le marché est baissier aujourd'hui, il peut avoir 65% de chances d'y rester demain, 15% de chances qu'il redevienne calme, 10% qu'il passe en haussier et 10% pour être volatile. Toutes ces probabilités qu'on vient de mentionner peuvent être regroupées dans un tableau qu'on appelle matrice de transition. Ce tableau résume les habitudes du Bitcoin. Les tendances haussières prolongées ont plus de chances de continuer que de s'inverser brutalement. Et les phases calmes ont tendance à durer. Mais elles peuvent parfois annoncer un futur mouvement fort à la hausse ou à la baisse. Passons maintenant à l'étape 4, qui est l'étape d'entraînement du modèle. Durant cette étape, nous allons entraîner le modèle de Markov avec un fameux algorithme du nom de Baum-Welch. Une fois entraîné avec cet algorithme, le modèle réussit à reconnaître les différents régimes du marché, comme calme, haussier, baissier ou volatile. Mais à ce stade, il ne dit pas encore quand ces régimes apparaissent dans l'historique du Bitcoin. Il se contente d'apprendre les caractéristiques de chaque régime, par exemple la moyenne des rendements, leur volatilité ou variabilité et les chances de passer d'un régime à un autre. Autrement dit, l'entraînement décrit bien les régimes, mais il ne trace pas encore leur ordre dans le temps. C'est seulement avec un algorithme du nom de Viterbi que nous allons réussir à reconstituer la séquence la plus probable et dire en début d'année, le marché était surtout calme, puis il est passé en haussier, ensuite en volatile, etc. Et l'étape 5 va nous aider à faire ça. Durant cette étape, l'algorithme de Viterbi reconstitue la suite d'états ou régimes jour après jour pour obtenir l'histoire la plus cohérente du marché. Et une fois l'entraînement terminé, les résultats obtenus sont représentés ainsi. Et une performance globale qui est quand même supérieure à celle d'une stratégie passive de type acheter et maintenir, buy and hold en anglais. Le modèle en question ne voit pas le futur, il ne remplace pas le jugement humain, mais il offre une lecture structurée du présent. Ce qui en finance peut faire toute la différence. Ce que nous avons fait ici, ce n'est pas de construire une boule de cristal, loin de là, mais un filtre intelligent capable de détecter les signaux faibles d'un changement de régime. Cette information permet à un investisseur de savoir s'il est plus judicieux d'acheter, de vendre ou d'attendre. C'est comme regarder les comportements des gens dehors pour deviner la météo sans voir le ciel. Si tout le monde a un parapluie, on sait qu'il pleut. Si tout le monde porte des lunettes de soleil, on sait qu'il fait beau. De la même manière, en observant les rendements,
le modèle de Markov devine le climat du marché du Bitcoin. Voilà à peu près ce que j'avais à vous partager concernant ce modèle de Markov. Si vous êtes intéressé par des vidéos similaires, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.